Bon, c'est décidé, je crois que je vais arrêter d'investir sur des ETF hedgés. Pourtant, j'en ai été très satisfait au niveau des performances sur l'année 2025. Mais je pense que j'ai eu de la chance et qu'à long terme, on est perdant et qu'il faut que je revienne sur des ETF non hedgés. Ce qui a fini de me convaincre, c'est ce petit travail qu'a réalisé l'investisseur avisé, une vidéo qui a été publiée il y a environ un an et qui a fait exactement le travail que j'étais en train de faire. Et donc je me suis dit que c'était pas la peine de le refaire. Il a comparé les deux BNP Paribas Easy, celui qui est hedgé sur le S&P 500 et celui qui est non hedgé. Il a comparé la performance sur une période où le cours euro-dollar est assez fixe, sur une période 2017-2024, et il a constaté une différence de performance annuelle assez importante, hein, puisqu'on est à 13,85% sur le non-hedgé et à 11,25% sur le hedgé. Alors pourquoi moi c'est l'inverse? Parce que je suis bien tombé, je suis tombé sur une période où le dollar s'est cassé la figure et où la bourse américaine a quand même pas mal monté. Et donc moi forcément sur mon ETF hedgé, j'ai des meilleures performances que ceux qui ont investi sur des ETF non hedgés. Mais apparemment j'ai eu de la chance, ça ne sera pas toujours comme ça, donc il va falloir que désormais je fasse l'inverse, d'autant que le dollar est très bas, donc ça va être le bon moment pour switcher. J'ai voulu comprendre précisément pourquoi il y avait cette différence alors que les deux ETF annoncent les mêmes frais, hein. C'est 0,12% pour l'un, 0,13% pour l'un, donc les frais apparents sont les mêmes et pourtant on a une performance. Ça a été très difficile de comprendre vraiment pourquoi parce qu'on trouve très peu de documentation, d'ailleurs l'investisseur avisé lui-même s'en plaint dans sa vidéo, mais j'ai fini par décortiquer les choses. Je me suis fait aider aussi par ChatGPT qui m'a expliqué les choses très simplement comme si j'étais un étudiant en économie en première année. Je vais vous montrer et vous allez comprendre. Mais avant cela, je rends hommage à l'un d'entre vous qui m'a mis sur la piste, c'est Romain Provost 7164 qui a commenté ma dernière vidéo de suivi du DCA et qui va carrément et qui me dit: c'est idiot de payer des frais et donc de sous-performer avec des ETF hedgés, toutes les études le démontrent. Voilà, donc il m'a quand même mis le doute et c'est pour ça que j'ai fait ce travail de vérification, puisque moi je constatais exactement l'inverse dans mes performances, mais je tiens compte de toutes les objections, de tous les messages, et c'est aussi l'intérêt pour moi de réaliser ces vidéos et de faire ces chaînes YouTube, c'est non seulement de partager ce que je fais, mais aussi d'apprendre des choses grâce à vous. Alors au départ, je l'ai contredit, je lui ai dit non, je ne suis pas d'accord avec toi, les frais sont les mêmes sur ces ETF synthétiques, bien à toi. Et il insiste, il me dit va creuser les études. Alors là, malheureusement, on trouve très peu d'études. On trouve des indications générales. En général, ce qu'on nous dit, c'est que les ETF hedgés, c'est utile à court terme, surtout pour des investisseurs professionnels qui souhaitent protéger leurs clients du risque de change, ou alors pour des gens qui sont proches de la retraite. Mais que pour un investisseur particulier qui fait du long terme, ce qui est mon cas, puisque mon horizon d'investissement c'est plutôt une vingtaine d'années, il est plus intéressant de faire du non-hedgé. Mais on trouve rarement des études qui le démontrent vraiment avec des chiffres à l'appui. C'est pour ça que j'étais très content de trouver la vidéo de l'investisseur avisé. Donc je lui ai promis de creuser le sujet et que si je trouvais des frais cachés liés au coût de la couverture, eh bien j'en parlerai sur YouTube pour le partager à tout le monde et qu'il faudra alors que je switch. Le moment est parfait vu que le niveau du dollar est très bas. Et donc j'ai fait ma petite recherche et ensuite je lui réponds: tu as raison, sur le long terme, cette vidéo va dans ton sens, et je lui ai mis le lien de la vidéo de l'investisseur avisé. Alors, d'où vient cette différence, puisqu'elle ne vient pas des frais eux-mêmes, elle vient d'autres types de frais un peu plus cachés. Tout cela va s'expliquer par un écart de taux entre l'euro et le dollar. L'écart de taux court terme, la rémunération court terme de chacune des devises. Et d'ailleurs, cet écart de taux, il a tendance à s'accroître dans la période récente. C'est aussi pour ça que je n'avais pas vu de gros problèmes sur 2024, puisque l'écart de taux était plus bas sur l'année 2024 et il a tendance à s'accroître. Sur l'année 2025, il est en effet passé de 1,5 à 2,5 points, l'écart de taux court terme entre l'euro et le dollar. Alors vous allez me dire, mais en quoi cet écart de taux va provoquer une telle différence de performance? J'ai mis beaucoup de temps à comprendre, des explications avec des équations très techniques que je n'ai pas réussi à simplifier. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me simplifier tout ça comme si j'étais un étudiant en économie en première année. Et voilà ce qu'il m'explique.
Un ETF couvert, hedgé en devise A, donc par exemple l'euro, qui achète des actifs libellés en devise B, le dollar, donc c'est typiquement le cas d'un investisseur sur S&P 500. Cet ETF va passer chaque mois un swap de change, c'est-à-dire qu'il va vendre ses dollars au comptant et racheter les mêmes dollars à terme, généralement donc un mois. Alors pourquoi ça coûte plus cher quand les taux d'intérêt sont différents? C'est ici que l'écart de taux entre les États-Unis et l'Europe entre en jeu. Si les taux sont proches, le coût de ce deal, de ce swap, est très faible. Si les taux sont différents, le coût augmente. Pourquoi? Parce que quand les taux d'intérêt sont plus élevés aux États-Unis qu'en Europe, ça veut dire que le dollar rapporte plus que l'euro. Donc, quand l'ETF fait le swap de couverture, c'est-à-dire quand il vend ses dollars pour récupérer des euros, il doit compenser ce manque à gagner et donc payer un loyer de change. Voilà, donc l'explication simple qu'il m'a mis. Donc il m'a mis aussi un exemple simplifié. Si le taux aux USA est de 5% et en zone euro de 2%, l'écart est de 3 points. Chaque mois, lorsque l'ETF va faire son swap, l'ETF va devoir couvrir cet écart. Donc il perd environ 0,25% par mois, soit environ 3% par an en performance à cause de la couverture. Plus l'écart est grand, plus tu payes pour rester protégé au dollar. Et cet écart, il s'est accru donc sur l'année 2025. D'ailleurs, c'est ce que j'ai moi-même constaté, puisqu'en préparant ma vidéo du mois dernier, enfin pour le mois de juillet, la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours, j'ai constaté quand même un écart de performance. Le S&P 500 a fait en gros plus 5,5 et mon ETF a fait en gros plus 4. Alors je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le temps que le cours de l'ETF se mette à jour, etc. Enfin, j'étais déjà content d'avoir une performance positive, alors que la plupart des investisseurs particuliers qui investissaient sur du non-hedgé ont une performance négative. Donc j'ai pas trop creusé. Là j'ai creusé et apparemment cet écart, eh bien, c'est lié à ces frais de swap, qui sont des frais cachés, qui ne sont pas annoncés clairement par l'émetteur lorsque vous achetez l'ETF. Moralité et en conclusion, même si j'ai été très satisfait d'investir sur des ETF hedgés puisque j'ai bénéficié de cette période où le dollar a beaucoup baissé et que ça m'a permis quand même de capter la performance de la hausse du S&P 500, sur le long terme, vu que les monnaies ont tendance, sur le long terme, les changes ont tendance à se rééquilibrer, on est quand même perdant. Et en tout état de cause, vu le coût de la couverture, sur une période de 20-30 ans, ce coût va se cumuler. Et donc il faudrait, j'ai fait les calculs, que le dollar baisse d'environ 30 à 40% sur les 20 prochaines années pour compenser le coût de la couverture que cela représente. Or, ma conviction, c'est plutôt que ça va faire l'inverse, c'est que le dollar finira par repartir à la hausse parce que l'économie américaine est plus robuste. Certes, la politique américaine, là, depuis 6 mois, a tout fait pour faire baisser le dollar et ils y sont arrivés. Mais à long terme, la tendance historique, c'est quand même que le dollar surperforme l'euro. On le voit d'ailleurs dans les taux d'intérêt court terme qui sont plus élevés aux États-Unis qu'en Europe. Donc il n'y a pas de raison que le dollar continue de s'effondrer. On devrait plutôt avoir une courbe qui s'inverse sur l'euro-dollar, peut-être pas tout de suite, mais dans les prochains mois. Donc il était temps d'arrêter les ETF hedgés. Alors comment je vais procéder? Est-ce que je vais vendre d'un seul coup tous mes ETF hedgés et racheter du non-hedgé? Ou est-ce que j'arrête d'investir sur des ETF hedgés et je laisse mon portefeuille progressivement le poids des non-hedgés gagner de l'importance jusqu'à minorer le poids des hedgés. Je n'ai pas encore pris ma décision, je vais réfléchir encore quelques jours, mais quoi qu'il arrive, je ne ferai plus désormais d'achat d'ETF hedgés. Voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait des conditions macroéconomiques totalement différentes pour que je revienne en arrière sur ce choix. Merci pour votre suivi, n'hésitez pas à commenter, vous avez vu ça m'aide beaucoup, j'espère aussi que mes vidéos aident certains d'entre vous qui hésitaient, je sais qu'en ce moment beaucoup hésitaient à prendre des ETF hedgés parce que vous avez tous été un petit peu déçus par la baisse des ETF non hedgés compte tenu de la chute du dollar, mais réfléchissez bien avant de le faire. Merci pour votre suivi, à bientôt, ciao.